Alors, bonsoir à tous et bienvenue aujourd'hui pour notre deuxième séance dont on va parler sur le chapitre 2. Alors, avant de commencer, je veux me rassurer que tout le monde est là, que tout le monde est en train de voir mon écran et que tout le monde est en train d'écouter ma voix. Si vous êtes là, tapez un dans le chat et je veux me rassurer que vous êtes là. Super, super. Voilà. Alors hier, on a parlé de généralité sur la cybersécurité et tout. Excusez-moi, c'était plutôt le lundi, ok? On, on a parlé des généralités sur la cybersécurité et aujourd'hui, on va entamer le chapitre 2. Alors, avant de commencer, je vais encore faire une mise au point par rapport à NetAcad. Voilà, parce que en fait, j'ai posté une liste aujourd'hui et certaines personnes n'ont pas vu leur nom. Ah, alors, premièrement, sachez que si vous n'avez pas vu votre nom sur la liste, donc vous n'avez pas suivi la procédure telle que nous l'avons demandé. Nous avons envoyé un lien dans le groupe et l'inscription s'est faite par ces liens-là. Si vous allez de vous-même sur NetAcad et que vous vous inscrivez, donc vous êtes inscrit d'une autre manière, mais vous n'êtes pas inscrit chez nous en fait. Vous n'êtes pas inscrit chez Empreinte Tech et vous n'êtes pas inscrit dans notre cours. Donc pour être inscrit chez nous, euh, je dirais que NetAcad, c'est une grande zone et il y a des académies dans NetAcad et nous sommes Empreinte Tech. Donc, pour vous inscrire dans le cours sur l'introduction à la cybersécurité de Empreinte Tech, il faut suivre la procédure telle que nous l'avons dit. Après, les inscriptions sur NetAcad, ça continue, ça part même jusqu'au jour d'examen. Mais le mieux serait toujours de les faire tôt puisque lorsque vous avez des problèmes, on peut gérer ça tôt et trouver des solutions au lieu d'attendre la dernière minute. Parce que très souvent, les gens attendent ces dernières minutes et on devient débordé, on ne répond pas à toutes les questions. Aujourd'hui, particulièrement, la plupart de ceux qui m'ont contacté, j'ai répondu en tout cas à toutes les préoccupations. Je dirais que j'ai répondu à 99% des préoccupations, à part bien sûr ceux qui m'écrivent maintenant. Parce que écrivez-nous pendant la journée, n'attendez pas à 5 minutes de la formation pour m'écrire. Parce que à 5 minutes de la formation, je suis en train de préparer la formation. Je ne saurais pas vous répondre sur WhatsApp et puis préparer la formation. Parce qu'après, il faut c'est- c'est rassurer que la connexion est bonne, que fait tout, toute la logistique autour de la formation. Donc, à ce moment-là, je n'ai pas le temps pour répondre aux messages. Et j'avais dit que pour ceux dont le problème vont persister, donc tu as essayé, donc tu as suivi la vidéo, tu es sûr d'avoir fait la procédure telle qu'elle a été dite dans la vidéo, mais tu n'arrives toujours pas. Alors ceux-là, on peut se donner rendez-vous avec eux les samedis au bureau. Donc les samedis, je serai disponible de 12 heures à 17 heures, soit 16 heures carrément en ville. Notre bureau est en ville, référence INA, avenue Kwango, numéro 130B. Donc, c'est l'immeuble Les 130, juste à côté de l'INA. L'INA, c'est l'Institut national des arts à Gombe. Donc, pour, pour ceux qui le savent, mais sinon, je vais mettre l'adresse aussi dans le groupe sans problème. Donc, voilà un peu ce que j'avais à dire. Mais après, ce soir également, il y aura toujours une vidéo que vous pouvez suivre et tout ça. Et par rapport au TP, les TP continuent jusqu'à demain. En fait, ceux qui m'ont écrit aujourd'hui par rapport au TP, la plupart, j'ai pas répondu. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, j'ai géré plusieurs soucis par rapport avec le compte Netaka. Donc, les TP, on verra comment vous orienter demain. Mais sinon, les TP est très clair. En tout cas, si vous suivez les étapes, étape par étape pour chaque TP, vous allez vous retrouver. Voilà. Alors, le chapitre 2 parle des attaques, concepts et techniques. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de ces trois éléments.
les attaques, les concepts et les techniques. On aura deux grands points. On va analyser une cyberattaque, donc une attaque cybernétique. Et deuxièmement, on va parler de problématiques par rapport avec la cybersécurité. Donc, ce sont les deux grands points de ce soir. Premièrement, d'abord, on va analyser une cyberattaque. D'abord, par définition, c'est quoi la cybersécurité? On a répondu à la question de la cybersécurité hier. Attendez, excusez-moi, une minute. Je suis en train de voir. Voilà. Alors, par rapport à la cybersécurité, il y a un terme qui va très souvent revenir. Les termes, c'est exploit. Et exploit, on nous dit que c'est un terme employé pour désigner un programme créé pour exploiter une vulnérabilité connue. Donc, un exploit, c'est un programme ou un logiciel qu'un cyberattaquant met en place pour pouvoir exploiter une vulnérabilité. Donc, la vulnérabilité doit d'abord exister et l'attaquant, tout ce qu'elle fera, c'est juste de profiter de cette vulnérabilité pour l'exploiter. Et deuxièmement, une attaque, maintenant, l'attaque consiste à utiliser l'exploit contre une vulnérabilité. Donc, l'exploit, c'est un programme et l'attaque, c'est le fait qui consiste d'exploiter cet exploit-là, si on peut se répéter. Donc, l'exploit consiste à utiliser cet exploit pour rendre un système informatique vulnérable. Et la vulnérabilité a deux sens. C'est soit la vulnérabilité logicielle ou la vulnérabilité matérielle. Déjà, dans l'informatique, nous avons deux grandes parties. Il y a la partie matérielle et la partie logicielle. La partie matérielle, c'est ce qu'on appelle hardware en anglais. Donc, c'est tout ce qui constitue l'infrastructure physique. Donc, tout ce qui est équipement physique, donc palpable, donc, c'est ça la partie matérielle ou soit la partie hardware. Après, il y a la partie logicielle, autrement appelé le software. Ça, c'est le côté non physique de l'informatique. Et dans ce côté-là, on trouve les logiciels, les systèmes d'exploitation, donc tout ce qui n'est pas palpable par la main. Donc, c'est les côtés virtuels, si on peut les dire, de l'informatique. Et les attaquants également exploitent les deux parties. Donc, une attaque peut être soit logicielle, soit matérielle ou physique ou soit les deux au même moment. Et dans les attaques logicielles, les pirates utilisent les vulnérabilités au niveau des systèmes d'exploitation ou soit au niveau des applications. Donc, ils détectent d'abord la vulnérabilité au niveau du système d'exploitation. Rappelez-vous que les systèmes d'exploitation est dans la partie software, donc dans la partie logicielle. Et les pirates exploitent les vulnérabilités à ces niveaux-là, ou soit au niveau des applications ou de logiciels qui ont été mal conçus. Donc, c'est de ce côté-là qu'on parle de l'attaque logicielle. Après, euh, par rapport toujours aux attaques logicielles, il y a par exemple l'exemple d'une attaque logicielle, les signes full knock, qui est écrit là. Donc, c'est une attaque qui a visé particulièrement les périphériques Cisco. Et, et, et Cisco, c'est une très grande entreprise en rapport avec la sécurité informatique, en rapport avec les réseaux informatiques, d'où les matériels Cisco sont très bien sécurisés. Les systèmes d'exploitation Cisco également est très bien sécurisé. Mais les hackers, quand même, ont pu trouver une vulnérabilité pour attaquer Cisco. Et il a et, et, et cette attaque a permis à ce qu'ils puissent prendre contrôle de routeur pendant un bon moment avant que Cisco puisse
reprendre les contrôles de ces choses. Après, il y a les projet zéro. Alors, c'est quoi le projet zéro? C'est le nom d'une équipe d'experts en sécurité informatique employée par Google et chargée de trouver les vulnérabilités zéro day. Alors, donc, Cisco a employé de personnes qui sont là pour chercher à trouver les vulnérabilités zéro day. C'est quoi une vulnérabilité zéro day? Excusez-moi. Alors, une vulnérabilité zéro day, c'est lorsque un programmeur ou soit un concepteur de logiciel crée un programme, mais une personne autre arrive à voir la vulnérabilité de ces logiciels avant la personne qui l'a mise en place. OK? Donc, je suis concepteur, j'ai mis en place un logiciel. D'abord, sachez que tout ce que nous créons en informatique, que ce soit un réseau ou une application quelconque, il y a toujours une vulnérabilité quelque part. Alors, le mieux à faire, c'est de pouvoir analyser son produit soi-même pour détecter les vulnérabilités afin d'y remédier. Mais lorsque vous ne retrouvez pas votre vulnérabilité en premier et qu'une autre personne le trouve et l'exploite contre vous, bien sûr, c'est ça qu'on appelle l'attaque zero day. Alors, Google, parce que Google, c'est une très grande firme et après, ils mettent aussi en place des, des logiciels et consorts. Alors, il a mis toute une équipe pour travailler et analyser tout le produit que Google met en place. Donc, il y a une équipe de chercheurs en cybersécurité, de professionnels en cybersécurité qui travaillent sur tout le produit que Google met en place. Donc, ils sont là en train de chercher les vulnérabilités et une fois trouvées, ils répondent à ces vulnérabilités. Et deuxièmement, il y a les vulnérabilités du côté matériel. Alors, la vulnérabilité du côté matériel, c'est ce qui touche par- particulièrement les matériels. Et cela est dû très souvent aux erreurs des conceptions. Donc, lorsqu'on met en place un matériel et qu'on laisse certains broches ouverts, donc ça crée la vulnérabilité du côté du matériel. Maintenant, on va classer les vulnérabilités de sécurité. Il y a d'abord les débordements tampons. Alors, c'est quoi le tampon d'abord? Le tampon, c'est fait, c'est très souvent vous aurez à écouter le terme mémoire tampon qui veut dire que c'est une zone ça se trouve dans un disque dur ou soit dans la mémoire vive. Bon, la mémoire RAM, c'est là où sont stockées les données lorsque la machine est en train de travailler. OK? C'est une mémoire vive. Et une fois que on éteint sa machine, la mémoire vive s'envole. Voilà, ça c'est dans l'informatique générale. Alors, la mémoire tampon maintenant est soit dans le disque dur, soit dans cette mémoire RAM-là. Et il consiste à conserver les données pendant un moment en vue de leur utilisation. Donc, lorsque nous, nous sommes en train d'utiliser une machine, où on utilise des documents et tout ça. Ces documents sont stockés dans la mémoire RAM, en fait, dans la mémoire tampon pour être utilisés. En fait, ceux qui sont très souvent récemment utilisés, OK? Ils sont d'abord mis dans la mémoire excusez-moi, dans la mémoire tampon avant que ça puisse s'envoler. Alors, on peut utiliser la vulnérabilité de cette mémoire tampon-là en, en y mettant plusieurs informations. La mémoire tampon a une certaine grandeur limitée. Et lorsque il est très surchargé, ça crée un problème au niveau de la machine, ça crée un problème au niveau de la sécurité informatique. Donc, donc ça aussi, c'est une vulnérabilité qui peut être utilisée. Après, il y a les entrées
non validée. Alors, une entrée non validée, c'est lorsqu'on force les programmes à se comporter d'une manière indésirable. Donc, une personne tierce qui est loin, qui est en train de vouloir manipuler le programme de votre machine. Ça, c'est une entrée non validée. La situation de concurrence, c'est un événement mal commandé ou planifié. Euh, dans une machine, il y a ce qu'on appelle les événements, OK? Le fait que vous ouvrez une vidéo, par exemple, c'est un événement que vous avez lancé. Le fait que vous cherchez à ouvrir un fichier PDF, par exemple, sur votre machine, c'est un événement que vous avez déclenché. Et alors, il y a les situations de concurrence lorsque deux événements viennent au même moment et ça crée un problème au niveau de la sécurité. Après, il y a les failles dans la mesure de sécurité. Protéger les données sensibles grâce à l'authentification, l'autorisation et les chiffrements. Alors ça, ce sont les trois points majeurs en sécurité informatique. Il y a l'authentification, l'autorisation et les chiffrements. Donc, l'authentification, c'est le fait que une personne qui veut se connecter à un système informatique ou à un réseau informatique doit d'abord s'authentifier, donc doit donner ses identifiants. Donc, ça peut être une adresse mail et puis les mots de passe. Donc, comme nous le faisons pour nous connecter sur nos réseaux sociaux, par exemple. Donc, c'est l'authentification. Après, l'autorisation, ça intervient lorsque la personne s'est connectée. La personne qui est connectée n'est pas autorisée à faire n'importe quoi. Donc, il y a des autorisations bien déterminées pour chaque connexion. Donc, ça, c'est l'autorisation. Après, il y a les chiffrements. Les chiffrements, c'est le fait de rendre les informations qui circulent dans un réseau illisibles par d'autres personnes. Donc, ne pourront lire ça que les personnes qui sont dans ces réseaux-là. Donc, les personnes qui sont en droit de les lire. Donc, une personne externe lorsqu'il arrive à capturer une information se trouvant dans un réseau, il n'arrive pas à les lire. Donc, c'est ça le chiffrement. Les problèmes de contrôle d'accès à l'équipement physique et aux ressources pratiques de sécurité. Déjà, dans les entreprises particulièrement, là où il y a les équipements pour les équipements clés, si on peut dire, pour les réseaux informatiques, pour quoi que ce soit, il y a les serveurs et tout ça. Ce sont des endroits, ce sont des locaux qui doivent être très bien sécurisés parce que une personne tierce, une personne extérieure, une fois dans cet endroit-là, dans ces locaux-là, il peut mal manipuler, il peut faire n'importe quoi. Donc, il faut faire en sorte que les équipements clés ne soient pas euh, à l'issue de tout le monde. Donc, tout le monde ne peut pas le voir, tout le monde ne peut pas entrer en contact avec les équipements clés d'un réseau informatique ou d'un système informatique. Type de malware. D'abord, c'est quoi? Les, les malwares, pour faire court, les malwares est un logiciel malveillant développé dans le but de nuire à un système informatique. OK? Et dans, dans cette nuisance-là, il peut voler les données, il peut contourner les contrôles d'accès, il peut causer des dégâts ou compromettre un système. Donc, un malware, c'est d'abord un logiciel, il est malveillant et il est mis en place pour nuire à un système informatique ou un réseau, donc pour mettre KO. Donc, et après, il peut être mis en place pour des raisons bien précises. Donc, on sait que tel malware fait ça exactement, tel fait ça exactement. Et par rapport au malware, il y a plusieurs types de malware qui sont cités plus bas. Il y a premièrement d'abord les spyware. Les, les spyware, on nous dit que c'est un logiciel espion, ok? C'est un logiciel qui consiste à suivre et espionner un utilisateur. Donc, c'est un logiciel malveillant, bien sûr, qui, une fois qu'il a été installé sur votre machine, sur votre périphérique, sur votre, je sais pas moi, téléphone et tout, il, il peut vous espionner.
il peut même suivre vos tapes clavier. Donc, il sait voir quelle touche vous, vous avez tapé. Et puis, il peut même activer votre caméra, donc votre webcam pour pouvoir vous voir. Bien sûr, il faut que vous puissiez être connecté à un réseau pour qu'ils aient accès à votre système. Après, il y a les logiciels publicitaires. Eux, ils sont là pour diffuser des publicités et ils sont très souvent accompagnés du spyware. Donc, ce sont des logiciels très souvent sur nos téléphones. On voit que on ouvre une application quelconque, mais il y a une publicité qui est diffusée et une publicité que on n'a même pas demander, ou soit il y a, il y en a même sur certains sites internet où il y a la publicité qui sort à tout moment. Et ces publicités-là sont très souvent bien ciblées. Et on dit que c'est accompagné de spyware. Donc, les spyware vous a déjà espionné, il connaît vos préférences, vos goûts et tout ça, et on vous envoie une publicité bien ciblée. Par exemple, on sait que vous faites des recherches sur Internet pour chercher des baskets, par exemple. Après, vous voyez une publicité bien ciblée avec les baskets, leur prix et tout ça. Donc, c'est ça, les logiciels publicitaires. Après, il y a les robots, ce sont des logiciels qui effectuent automatiquement des actions sans que nous puissions les demander. Quatrièmement, il y a les ransomware. Alors, c'est quoi les ransomware? Les ransomware, c'est un logiciel qui peut, euh, qui peut faire disparaître un fichier ou un document très important de votre machine. Du coup, vous avez votre machine, vous réalisez qu'il y a un fichier important, un document, ou soit même tout un dossier qui est soit qui a disparu ou soit qui est crypté. OK? Donc, vous n'avez plus accès à votre propre document. Et après, vous allez voir une boîte de dialogue qui va apparaître vous demandant une rançon. On vous dit que non, il faut payer autant par telle voie pour pouvoir avoir accès à votre document. Donc, si vous ne payez pas, vous n'aurez pas accès à ces documents-là. Et ça, c'est une rançon qui est demandée. Et le logiciel qui permet de faire ça, c'est ce qu'on appelle le ransomware. Après, il y a les scareware, ce sont deux logiciels qui amènent à convaincre l'utilisateur d'effectuer une action donnée en jouant sur la peur. Par exemple, il y a une boîte de dialogue qui apparaît sur votre écran qui vous dit appuyez ceci, sinon la machine va s'éteindre. Et ce n'est pas vrai parce que si vous n'appuyez pas, la machine ne va pas non plus s'éteindre. Mais on veut juste jouer sur votre mental, on veut juste jouer sur votre peur pour que vous puissiez lancer cette chose-là. Et puis, bon, après, très souvent, lorsque vous lancez, vous exécutez les logiciels en question, ça peut même vous compromettre juste après. Et ici, il y a l'image d'un verre. On va parler du verre dans les slides qui viennent. Donc, c'est un verre qui a eu à infecter les systèmes informatiques dans le monde. On voit qu'au début, ça s'est représenté sur cette façon-là. Donc, il y en avait un peu en Amérique, un peu en Europe, un tout petit peu vers la Russie et tout. Mais quelques heures après, 19 heures précisément plus tard, on peut voir que ça a infecté de partout. Donc, ça s'est vite propagé 19 heures plus tard. Là, on va parler du verre un peu plus tard. Après, les scarware, maintenant, il y a les, les rootkits qui est aussi un malware. Rappelez-vous que malware, ça veut dire logiciel malveillant. Le rootkit, lui, modifie les systèmes d'exploitation pour créer une porte dérobée. Donc, lui, il attaque la partie soft. Il attaque les systèmes d'exploitation et il le modifie.
Voilà. Après, ce qui vient, c'est le virus. C'est quoi un virus? C'est un code exécutable malveillant qui est joint à d'autres fichiers exécutables. Alors, ce qu'il faut retenir d'un virus, c'est que vous pouvez recevoir un virus, mais tant que vous ne l'avez pas encore exécuté, donc tant que vous n'avez pas encore double-cliqué dessus, le virus ne va pas s'installer sur votre périphérique. Donc, les virus ne s'installent que lorsque vous l'avez exécuté, donc lorsque vous avez double-cliqué dessus. Et très souvent, les virus viennent avec l'extension .exe, donc exe. Et il vient souvent sur une photo, sur quoi que ce soit que nous ramassons sur Internet et tout ça. Ça peut même venir par mail et puis vous recevez un fichier d'où lorsque vous cliquez dessus, vous installez un virus. Après, il y a le cheval de Troie. Les chevals de Troie, on dit qu'il effectue des opérations nuisibles sous couvert d'une opération souhaitée. Alors, les chevals de Troie, ces termes-là, cheval de Troie, vient de la mythologie grecque, ok? Les Grecs voulaient attaquer la ville de Troie. Donc, les Grecs étaient en guerre avec la ville de Troie. Troie, c'est une ville. Et les Grecs sont allés attaquer la ville de Troie. Ils ont conçu un cheval en bois. Et ils ont amené les chevals en question jusque devant la ville de Troie. Et ils se sont cachés dans ces chevals-là. C'était un très grand cheval en bois et ils se sont cachés à l'intérieur. Alors, les habitants du Troie, lorsqu'ils ont vu ces chevals de loin, ils se sont approchés. En fait, ils pensaient que c'était un vrai cheval. Et quand ils se sont approchés, ils se sont rendus compte que c'est un cheval en bois. Ils ont minimisé les faits, ils n'ont même pas vérifié et tout, et ils sont rentrés dans leur demeure. C'est quand la nuit est tombée que les Grecs qui s'étaient cachés dans le cheval de Troie sont sortis et ont attaqué la ville de Troie et ils ont rapporté. Donc, ça veut dire quoi? Un cheval de Troie, lorsqu'il vient s'installer sur votre machine, il se comporte normalement. Donc, il ne dérange pas. Vous n'allez même pas remarquer que vo- votre machine a été touchée d'une quelconque manière. Donc, tout est calme. Mais c'est au moment bien voulu que il va se déclencher et puis il attaque votre système. Et ce qui vient après, c'est les vers. Les vers, il est dit qu'ils se répliquent pour exploiter de façon indépendante les vulnérabilités des réseaux. OK? Et les vers est différent du virus. Si le virus a besoin d'être exécuté, mais le vers n'a pas besoin d'être exécuté. Il, il- il se déclenche de lui-même et il attaque très souvent les réseaux. Il, il met en panne les réseaux. D'où on peut voir que sur cette image, c'est un ver qui s'est propagé rapidement. Pourquoi? Parce que ça circulait dans le réseau avant, ça ressemble à ceci, mais, mais 19 heures plus tard, on voit que ça s'est carrément propagé partout. Et ça, c'est les vers. Après, il y a l'attaque de l'homme du milieu. L'attaque de l'homme du milieu, c'est lorsque une personne qui se tient euh, entre deux points et il arrive à capturer l'information pour la modifier ou soit en faire ce qu'il veut. Alors, rappelez-vous que hier, on avait insisté sur les trois points essentiels d'un système informatique ou d'un réseau. On a parlé de la disponibilité, de l'intégrité, OK? Et on a dit que l'intégrité, c'est lorsque une information quitte un point A vers un point B sans être modifiée en cours de route. Donc, c'est très important que l'information arrive intact là où il va. Alors, ici, je vais ouvrir une parenthèse. Alors, pour ceux qui veulent aller plus loin dans la sécurité informatique, il faut savoir que dans la sécurité informatique, il y a deux points qu'il faut toucher. Soit vous touchez
l'un d'eux, soit vous touchez les deux. Alors, il s'agit du réseau informatique ou soit de la programmation. Parce que lorsque vous sécurisez, qu'est-ce que vous sécurisez? Vous sécurisez un réseau informatique, d'où il faut comprendre, il faut savoir comment un réseau informatique se met en place. OK? Comment on crée un réseau informatique, comment on le déploie et comment on le sécurise. Ou soit, il faut se diriger vers la programmation, donc savoir comment créer des applications et tout, et comment les sécuriser. Et, et nous, particulièrement après cette formation, on va organiser une formation en réseau informatique et ce sera une formation en présentiel. Très bientôt, là, vous allez voir l'affiche dans le groupe sûrement. C'est la formation sur les networking essentiels. Donc, c'est les réseaux informatiques, en tout cas dans la base, mais c'est une formation très étendue. Et là, on va faire plus des pratiques. Les pratiques sur les matériels, les pratiques sur Packet Tracer, les pratiques sur les réseaux informatiques. Vous allez apprendre comment créer un réseau informatique, comment le configurer, comment les sécuriser. OK? Et très souvent, on organise ce type de formation à un prix beaucoup plus élevé. C'est très, c'est très souvent avec la formation CCNA et ça coûte 120 $. Mais pour la formation sur les networking essentiels que nous allons lancer au mois d'août, particulièrement les 5 août, ça ne va coûter que 40 $. Et on a mis ça à un prix très promotionnel et les places sont très limitées par rapport à l'espace que nous équipons. OK? Donc, les premiers à s'inscrire seront les premiers à être retenus. Plus amples informations seront données dans le groupe. Mais sachez que la formation va commencer le 5 août et ça va coûter 40 $ et on va travailler en présentiel et, et ça sera une formation beaucoup plus pratique que théorique. Maintenant, les symptômes d'un malware. Donc, les symptômes qui vous disent que votre système a été infecté par un malware. A été infecté par un malware et on connaît qu'il y a plusieurs types de malware. Donc, désormais, lorsqu'on parle de malware, ah, et tant que connaisseur en cybersécurité, ne pensez pas que les malwares n'est que les virus. Il peut s'agir d'un cheval de Troie, il peut s'agir d'un ransomware, il peut s'agir d'un ver, il peut s'agir, etc., etc. Alors, le premier symptôme est qu'il y a augmentation de l'utilisation du CPU. CPU, ça veut dire processeur. Et cela se manifeste par les réchauffements de votre équipement. Donc là, vous allez voir que votre machine commence à chauffer vite pour rien. Donc ça veut dire que les processeurs est très utilisé et c'est l'un de symptômes. Deuxièmement, il y a la diminution de la vitesse de l'ordinateur. Lorsque vous cliquez sur un document pour l'ouvrir, ça prend du temps pour que cela s'ouvre. Troisièmement, il y a l'ordinateur qui se fige ou tombe, ou tombe souvent en panne. Donc, lorsque l'ordinateur bug très souvent, ok, donc ça bug, ça plante. Voilà ce qu'on dit très souvent que ma, ma machine a planté. C'est l'un des symptômes. Après, il y a les problèmes inexplicables avec les connexions réseau. Donc, vous avez une très bonne connexion, mais vous n'avez pas à mieux vous connecter sur les réseaux. Donc, c'est aussi l'un des symptômes. Il y a des fichiers qui sont modifiés ou soit qui sont supprimés sans que vous ayez à faire quelque chose. Donc, ça disparaît, ça se modifie les- la présence des fichiers que vous ne connaissez pas, vous ne connaissez pas d'où ça vient. Les processus inconnus sont exécutés, donc vous voyez que votre machine lance des processus que vous n'avez pas lancés. Par exemple, ça ouvre un fichier sur lequel vous n'avez même pas cliqué, c'est l'un des symptômes. Après, il y a des programmes qui s'éteignent ou se reconfigurent. Donc, tout ça, ce sont des symptômes qui montrent que votre système ou votre machine a un certain problème. Maintenant, on va parler de l'ingénierie sociale. L'ingénierie sociale, je l'ai effleuré hier.
Alors là, l'ingénierie sociale consiste à utiliser la manipulation, donc à jouer avec la psychologie d'une personne pour les pousser à effectuer des actions ou divulguer les informations confidentielles. Donc, par exemple, on vous contacte, on vous propose quelque chose en guise d'autre chose. OK? Donc, et ce dont on vous propose d'ailleurs, c'est faux. Et c'est juste pour vous pousser à faire que- quelque chose. Hier, par exemple, j'ai dit, il y a certaines personnes qui sont actuellement contactées où l'on vous dit que non, vous allez recevoir 50 gigas d'Internet, mais envoyez-nous le code que vous recevez par SMS tout de suite. Ces personnes-là est en train de vouloir pirater votre Facebook, mais vous ne savez pas. Et une fois que vous envoyez ces codes-là, la personne a accès à votre Facebook et il change toutes vos informations. Il enlève votre adresse mail et tout ça et il prend contrôle de votre compte. Et la personne a simplement joué sur votre psychologie. Et l'ingénierie sociale, c'est l'une des choses très faciles à faire. Donc, n'importe qui, même sans pourtant bien connaître l'informatique, sans pourtant bien connaître la sécurité informatique, peut simplement jouer avec vous et prendre contrôle de votre système. J'ai vu que quelqu'un a écrit son. Il a un problème de son. Est-ce que tout le monde m'écoute ou il y a un problème chez tout le monde? Si vous m'écoutez, tapez un dans le chat et on va continuer. Voilà, voilà. Je vois qu'il y a plusieurs personnes qui m'écoutent, donc c'est lui qui ne m'écoute pas. Il doit revoir sa connexion. Merci beaucoup. On va continuer. Donc, l'ingénierie sociale, c'est un peu ça. Et une forme encore d'ingénierie sociale que nous voyons, c'est que on reçoit les messages sur WhatsApp très souvent où on vous dit que Mercedes fête ses 100 ans d'anniversaire et il a besoin de donner des cadeaux aux, aux, aux gens. Et cliquez sur ces liens-là pour avoir ces cadeaux. Mes chers frères, si Mercedes veut offrir des cadeaux, il sait comment contacter ses clients fidèles. Il a leur adresse mail, il a leur numéro de téléphone. On ne verra jamais ces messages-là circuler sur WhatsApp. Lorsque, je ne sais pas moi, un supermarché de la ville veut offrir des cadeaux, ça ne passera pas sur WhatsApp, ça ne passera pas, je ne sais pas moi où. Donc, une fois que vous cliquez sur ces liens qui sont envoyés, dites-vous que vous mettez en place un malware. Ça peut être un virus, ça peut être un publiciel ou tout. Donc, c'est quelque chose que vous venez de mettre en place sur votre périphérique. D'où, premièrement, n'envoyez pas ce genre de messages. J'insiste. Parce que après, le groupe va devenir ouvert pour l'écriture après la formation, OK? Et la personne qui va envoyer ce genre de messages dans le groupe, dans notre groupe, se verra simplement retiré parce qu'on s'est dit que la personne n'a pas suivi la formation. Donc, n'envoyez pas ce genre de message. Et lorsque vous le recevez d'une personne, il faut dire à la personne en tout cas que c'est faux, c'est que tu es en train de partager là, il faut arrêter. OK? Et, et après, il y a l'étalonnage ou soit tailgating. Alors, c'est quoi? C'est lorsque j'avais dit que les locaux où sont mis les équipements im- importants d'un système informatique sont sécurisés avec les mots de passe et tout ça, avec les, les systèmes d'empreintes et tout ça. Alors, on utilise l'étalonnage quand c'est lorsque une personne malveillante qui n'a pas droit à accéder à un local est en train de suivre lentement la personne qui a droit d'accéder. OK? Moi, j'ai droit d'accéder à un local. Je viens avec mon badge, je mets sur la porte s'ouvre et sans pourtant les savoir, après moi, il y a une personne qui est entrée et il a fait ce qu'elle a pu faire. Donc, c'est ça qu'on appelle
l'étalonnage. J'ai vu quelqu'un écrire une question ici. On va écrire les questions à la fin. Donc, préparez vos questions. On est presque en train d'atterrir. Vous allez mettre ça ou soit on va ouvrir les micros. Vous pourrez poser des questions et on va répondre à quelques questions avant de finir. Les décryptages de mots de passe Wi-Fi. Alors, on va plus parler du réseau sans fil plus tard, mais il faut savoir que lorsque vous avez un réseau Wi-Fi, donc c'est un réseau sans fil, il faut les sécuriser par un mot de passe fort, OK? Et pour ceux qui ont créé de comptes NetAcad, ils ont vu comment Cisco a exigé, il a donné les descriptions pour un mot de passe fort, il doit avoir les minuscules, les majuscules, il, il doit avoir au moins 12 caractères, il doit avoir les caractères spéciaux et tout ça. Donc, c'est pour rendre votre mot de passe assez fort, pas facilement piratable. Et une personne tierce peut avoir votre mot de passe en utilisant, par exemple, l'ingénierie sociale. Donc, il va manipuler une personne qui connaît les mots de passe pour que la personne puisse donner ces- ces mots de passe-là qui sera utilisé à mauvais escient. Après, il y a les attaques brutales. Il y a les logiciels qui peuvent être utilisés pour pouvoir décrypter un mot de passe sans fil. Généralement, il y a un logiciel qui est utilisé pour ça. Ça s'appelle Brutus. Donc, avec Brutus, si votre mot de passe n'est pas très grand, si votre mot de passe n'est pas chiffré, en fait, n'est pas complexe, donc ça peut être facilement décrypté et la personne extérieure peut avoir accès à votre réseau. OK? D'où, lorsque vous mettez les mots de passe, tâchez toujours de mettre des mots de passe forts. Les phishing, c'est un peu la pêche, ok? Alors, les phishing, ça veut dire quoi? C'est lorsque une personne malveillante envoie un email frauduleux, mais qui a l'air de provenir d'une source légitime, digne de confiance. Par exemple, vous recevez un email qui se présente comme si ça vient de votre banque, ok? Et dans cet email-là, on peut vous demander de cliquer sur un lien. Donc, vous êtes rassuré que cet email-là vient, c'est- cet email-là vient vraiment d'une source sûre, ça vient de ma banque et tout ça, alors que c'est faux. Et les hackers ont souvent tendance à utiliser ces sortes de, de pièges. Par exemple, je vais donner un exemple. Par exemple, vous êtes client à la Robank, OK? Et vous recevez un mail qui prétend venir de la Robank. Mais si vous voyez très bien, si vous lisez bien la source, vous allez voir que ce n'est pas la Robank. Ça peut être même Ravbank. Donc, à la place de mettre W, ils ont mis V parce qu'ils ne peuvent pas vous contacter avec RAW, donc avec W. Ils doivent créer un une adresse qui est presque pareille à celle par laquelle vous recevez l'email. Et lorsque vous cliquez sur un lien, ça peut télécharger un mauvais logiciel, donc un malware. Donc, on peut même vous demander vos informations et tout ça pour pouvoir vous soutirer. D'où il est très important lorsque vous recevez des mails très importants de pouvoir bien vérifier la source si les mails viennent vraiment d'une source fiable. Après, les phishing ciblés. Donc, on peut dire phishing ou soit hameçonnage. Si avec les phishing simplement consistent à envoyer les mails à plusieurs personnes au même moment. Donc, c'est un mail qui est, voilà, on envoie ça et puis on dit Esu. Donc, la personne qui va se faire prendre, ça n'engage que lui. Mais par rapport au phishing ciblé, c'est lorsque l'email est très bien ciblé. Donc,
connaît la personne qu'on veut attaquer, il est bien analysé et on veut vraiment vous attaquer. Donc, c'est ça, les l'hameçonnage ciblé. Après, il faut savoir que lorsque un attaquant veut attaquer un système informatique, il n'attaque pas vague, il prend le temps d'analyser, en fait, il suit certaines étapes jusqu'à attaquer. Et la première étape consiste à recueillir les informations sur les systèmes cibles à l'aide des analyseurs de port ou les méthodes d'ingénierie sociale. Donc, pour attaquer une machine ou un réseau informatique, par exemple, il, il doit d'abord avoir les informations. Il sait que dans ces réseaux-là, les machines utilisent les systèmes d'exploitation Windows 11. Alors, il sait comment attaquer par Windows 11. Et, et, et deuxièmement, il détermine les informations recueillies à l'étape 1. Donc, les étapes qui ont été recueillies à l'étape 1 sont maintenant bien déterminées. Après, troisièmement, il cherche la vulnérabilité. Il sait que ces utilisateurs-là sont sur Windows 11. Alors, ils cherchent les vulnérabilités précises sur le Windows 11. Donc, c'est vraiment étape par étape. Et quatrièmement, il va utiliser un exploit connu où il va écrire un nouvel exploit. Alors, rappelez-vous que un exploit, c'est un programme qu'on met en place pour attaquer. Voilà. Les menaces persistance avancées, c'est une opération furtive et avancée comptant plusieurs étapes à long terme contre une cible et bien spécifique. Donc, les menaces persistantes, c'est lorsque l'attaque est vraiment costaud. Donc, on peut même mettre en place toute une équipe pour travailler sur une attaque, pour attaquer spécifiquement une personne. Et ça, particulièrement, c'est dans les cyberguerres. Par exemple, hier, on a parlé de la cyberguerre. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, il y a la vidéo qui est disponible sur YouTube. Déjà, vous pouvez aller visualiser et vous allez mieux comprendre cela. Après, l'attaque DOS. DOS, ça veut dire déni de service ou soit déni of service en anglais. Alors, l'attaque DOS consiste à attaquer un réseau et à le mettre KO. Et rappelez-vous que un point essentiel pour un réseau, c'est qu'un réseau doit être disponible. Et l'attaque DOS consiste à rendre les réseaux indisponibles. Donc, un réseau qui tombe en panne, d'où les personnes qui ont droit à accéder à ces réseaux-là ne peuvent pas y accéder parce que les réseaux est en panne. C'est ça qu'on appelle l'attaque de déni de service. Après, il y a l'attaque DDoS, c'est l'attaque de déni de service étendue. C'est une version plus évoluée de l'attaque DOS. Donc, elle est vraiment mieux étudiée, mieux élaborée. Et dans l'attaque DDoS, l'attaquant va aller louer ce qu'on appelle les machines zombies. Donc, ce sont des machines qui n'existent pas, qui sont fausses et il fait que ces machines-là viennent se connecter dans un réseau pour rendre ces réseaux-là indisponibles. Imaginez qu'un réseau qui ne peut contenir que 50 machines et on arrive à voir qu'il y a 100 machines qui sont connectées. Donc, les réseaux est carrément foutu. Les réseaux est en panne. C'est l'attaque DOS. Alors, pour ceux qui ont des questions, parce qu'aujourd'hui, on présente encore des attaques, mais on se demande, mais comment résoudre telle attaque? Comment faire ceci? Les chapitres qui viennent après va parler par rapport à ça. OK? Donc, ici, on présente encore le problème. Demain, et plutôt les vendredis, on va parler de solutions par rapport à ces attaques. L'attaque de l'empoisonnement SEO. D'abord, c'est quoi les SEO? Les SEO, c'est les systèmes de référencement ou soit des positionnements. Ça veut dire quoi? Par exemple, lorsque vous allez dans un moteur de recherche tel que Google, ok? Vous allez sur Google, vous tapez euh, machine HP par exemple, ok? Vous allez voir plusieurs résultats vont apparaître, ok? Ça pourrait être les sites vers
les magasins qui vendent les machines, les sites vers ceci et tout ça. Et ça paraît par l'ordre. Il y a les premiers résultats, deuxième, trois, quatre. Alors, les SEO interviennent lorsqu'il faut référencer son site. Donc, lorsque vous créez un site web, vous faites en sorte que lorsque une personne fait une demande, que ce soit votre site qui apparaisse en premier. Parce que très souvent, il est prouvé que les sites qui sont mieux consultés, ce sont les 5 premiers sites. OK? Et maintenant, qu'est-ce que font les attaquants? Les attaquants font de sorte que leur site soit mieux positionné. Donc, lorsqu'une personne vient faire une recherche, c'est le site de l'attaquant qui est mieux positionné. Et lorsque la personne va cliquer sur les sites en question, alors que c'est un site compromis, et ça peut même faire que que les vers puissent attaquer cette machine-là. Donc, c'est ça l'empoisonnement par SEO. Voilà. Les problématiques par rapport à la cybersécurité. On nous parle de l'attaque mixte. Alors, l'attaque mixte, c'est lorsque c'est un mélange hybride. Donc, on met en place les chevaux de Troie, les vers, les virus, les spyware et tout ça. Et tout ça crée une attaque mixte. Et on nous donne quelques exemples des attaques mixtes qui ont eu lieu. Il y a par exemple le code Red qu'on venait de voir il n'y a pas longtemps qui a affecté plusieurs machines sur l'espace des 19 heures. Donc c'est aussi une attaque mixte. Alors code Red, il faut savoir qu'il a été mis en place en 2001. Après, tout ce qu'on fait ici, ça ne doit pas s'arrêter ici. Après, aller faire des recherches pour comprendre certaines choses, pour maîtriser certaines choses, ça sera toujours mieux. Maintenant, qu'est-ce qu'une réduction d'impact? Alors, hier, on avait dit qu'aucun système informatique n'est sécurisé à 100%. Donc, tout ce que nous faisons dans la sécurité informatique, c'est de pouvoir réduire l'impact. OK? Alors, au cas où vous avez été victime d'une attaque, il faut être clair. Il faut savoir communiquer. Et ça, très souvent, dans les entreprises, chez les Blancs, ils font ça. Chez nous, ils n'ont pas trop tendance à faire ça, mais il faut savoir communiquer. D'abord, la première étape, c'est de communiquer le problème. Vous pouvez communiquer aux employés ou soit même à vos clients. Si c'est une entreprise publique, vous avez la clientèle, il faut qu'ils sachent qu'est-ce qui est arrivé. Être sincère et responsable, donc il faut assumer vos problèmes, donc vos failles, donc dire que c'est arrivé parce on n'avait pas pu faire ça. Soyez au moins sincère au lieu de mentir sur tous les clients en fournissant plus de détails, bien sûr. Après, cherchez à comprendre l'origine de la brèche, cherchez à savoir d'où est venu les problèmes pour que cela ne revienne plus les fois prochaines. Après, il faut s'assurer que tous les systèmes sont désinfectés. Donc, faites l'analyse et tout ça, désinfectez vos systèmes informatiques pour que tout soit clean. Éduquer les employés, les partenaires et les clients. Et les clients. Donc, les employés surtout doivent être éduqués, doivent au moins avoir les notions basiques sur la sécurité informatique. Ils doivent savoir que lorsque je télécharge ça, ça peut infecter tous les systèmes, ça peut compromettre tous les réseaux. Lors- Lorsque je branche pas par exemple, mon flash disk qui est infecté, ça peut déranger tous les systèmes. Donc, les employés doivent être informés par rapport à cela. Voilà, les chapitres 2 s'arrêtent là. Donc, aujourd'hui, on a parlé de FEDNA, identifier l'exemple des, des vulnérabilités. On a expliqué comment une vulnérabilité de sécurité est exploitée. On a décrit les types des malwares et tout. Et puis, et enfin, on a parlé de l'attaque mixte. Maintenant, on va passer à l'heure des questions. Je vais vous permettre d'ouvrir les micros. Alors, qu'est-ce que vous faites? C'est de lever la main et lorsque je cite votre nom, vous ouvrez votre micro et vous posez votre problème. OK? Parce que pour
pour qu'il n'y ait pas des désordres et tout ça. Donc, levez votre main, attendez que je vois comment faire ça encore. Attendez 1 minute. On va voir comment ouvrir les micros de tout le monde pour vous permettre de poser vos questions. Wait, hein. Comment désinfecter les systèmes? Ouais, ouais. Ok, j'ai dit que les réponses sur les vulnérabilités nous seront données à à, à la séance du vendredi. Donc, on va répondre à plusieurs préoccupations qui ont été posées aujourd'hui. Est-ce qu'il y a encore une autre question? Soit on va passer chez Jean-Marie. Bon, merci beaucoup. Jean-Marie est là? Bonsoir, Allô? d'abord, vous allez bien, j'espère. Bonsoir, oui, Moi, ça ma va et vous? question, c'était juste de savoir comment sur un mail, on peut savoir si le mail contient des virus ou pas. Donc, comment savoir si le mail contient des virus? Ok. Déjà, pour ceux qui vont évoluer en cybersécurité, on va voir que il y a il y a des équipements qui sont mis en place pour pouvoir filtrer les mails. Donc, on se voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans un mail. On peut détecter ça, mais le mieux à faire dans la base, c'est d'éviter de cliquer sur des liens abusivement. Donc, un lien que vous ne comprenez pas, il ne faut pas cliquer dessus. Voilà. Voilà. Après, il y a Calufando. Calufando qui va ouvrir son micro. Le reste, fermons nos micros, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui dérange avec son micro là. Il y a, par exemple, Rachomou Longo qui a son micro ouvert. Est-ce qu'il y a moyen de couper les micros? Il y a aussi Mafou qui peut couper son micro. Il y a aussi Bruno qui peut couper son micro. Bruno, coupe ton micro s'il te plaît, merci. Voilà. Kalufando, tu Bonsoir, peux parler. Bonsoir. oui, bonsoir. Bonsoir. Justement, ma question était celle de savoir comment on saura identifier que nous avons ici un lien Hmm, qui n'est pas un lien normal, donc c'est un lien qui est infecté par derrière et qui hmm, peut être malveillant. Parce que lorsque vous avez illustré par hmm. Allô, Kalufando? Allô? exemple Hmm. les liens de qui ne marchent pas, par exemple, Oh, ok. vous avez du Ok. mal à m'écouter. Oui. Là, Voilà, là je maintenant, disais ça ceci. va. Hmm, Si nous voulons, par exemple, identifier que le lien que nous venons de recevoir est un lien hmm, qui est malveillant. Vous hmm, savez, par exemple, les liens de Kin Marché qu'on a envoyés récemment ici, hmm, hmm, bon, moi j'ai un peu de connaissances sur la programmation. hmm, On a directement su que c'est un lien malveillant par le hmm, simple fait que euh, la version du protocole qu'il utilisait là, c'était pas hmm, sécurisé. C'était hmm, simplement les HTTP, il n'y avait pas les S. hmm, Et hmm, on peut dire que ce pas un bon lien. Maintenant, à hmm. part ça, il n'y a pas d'autres vulnérabilités que nous Ok. pouvons identifier. Qui peuvent être détectés. Ok, voilà, merci beaucoup. Alors, par rapport à votre question, bon, en fait, comme je l'ai dit, faut d'abord avoir l'esprit critique. Lorsque vous recevez un message et tout ça, il faut l'analyser d'abord de vous-même. Ensuite, les restes, fermons nos micros, s'il vous plaît. Il y a Eric Monsois là. Fermez votre Oui, micro, s'il vous plaît. oui, c'est moi, du coup, là. Oui, Ma attendez, question, je suis ma encore question, en train de répondre à une question. Merci, Eric. Ok. ma question Donc, est celle, allô, j'aimerais Eric, savoir. patientez, s'il vous Oui, plaît.
patientez s'il vous plaît. Je réponds d'abord à Kalufando, je pense. Voilà. Donc, j'étais en train de dire que analyser les, les messages, après, il y a deux logiciels qui, qui, qui peuvent aussi être mis en place pour pouvoir détecter ça. Donc, les mieux à faire, c'est d'abord utiliser l'esprit critique. Après, plus vous allez évoluer, plus vous allez aussi découvrir certaines choses à faire, certaines astuces à faire pour détecter qu'un lien a un problème. Merci beaucoup. En cours derrière les temps, je vais prendre Kilongo, ensuite Tondo. Kilondo, tu as la parole. Kilongo. Voilà. Allô? On ne te reçoit pas. Allô, Kilongo? On ne reçoit pas Kilondo. On peut donner la parole à Tondo. Ah, déjà, d'accord. Allô? Ingénieur Marquis. Oui, oui. Allô? Oui. Bruno. Je ne sais pas Ok. si je peux prendre la parole. Oui, allez-y, allez-y. Ok, j'allais juste savoir, lorsque vous avez parlé de l'homme du milieu, je ne sais pas si vous en avez parlé. La stratégie Mhm, opérée par l'homme du milieu, est-ce qu'il fait mhm. ce qu'on appelle l'usurpation ou comment? Comment est-ce Ok. qu'il opère pour Mhm, arriver à prendre la place de l'utilisateur ou du client qui était là mhm, afin d'accéder soit au serveur? Comment est-ce que l'homme du milieu opère? Est-ce que cela se mhm. diffère avec l'usurpation ou comment? Je voulais avoir la stratégie. Ok, ok. Alors, l'homme du milieu se tient dans le réseau et il a les outils qui lui permettent de capturer les informations qui circulent dans un réseau. Et une fois qu'il capture ces informations, il peut lire tout ce qui se passe. Donc, l'homme du milieu est entre deux points, OK? Il est au milieu et lorsqu'il capture l'information, il peut lire. D'où on conseille que toutes les informations qui circulent dans un réseaux doivent être cryptés, OK? Et tout ça, la cryptographie et tout, on va apprendre ça pour ceux qui vont en tout cas évoluer dans le réseau informatique. Merci beaucoup. Tondo, tu as la parole, tu as une minute pour poser ta question. Tondo a encore fermé les micros. Oui, Tondo, tu es là? Oui, 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 je suis là. Hmm, Bonsoir, ingénieur. Oui, j'ai bien suivi. Ma question hmm, était de savoir sur les malveillants que vous avez, les malwares plutôt que vous avez hmm, cités. J'entends parler de hmm, Blasky et ça devient un peu trop répandu ces derniers temps dans les machines. Quand vous ouvrez la machine, il y hmm, a Blasky, hmm, mais je n'ai pas hmm. entendu parler de ça ici. Je ne sais pas, est-ce que ça fait partie aussi du malware ou c'est autre chose que ça. Donc, c'était ça la question. Et Blasky fait quoi exactement dans le machine? Bon, Après, il faut savoir ce que ça fait pour les catégoriser. bon, pour ce que j'ai remarqué, ça bloque Hmm, l'utilisation facile donc d'autres programmes. Et des fois, hmm. quand vous changez, par exemple, les papiers point de machine et Ouais, vous ça fermez les revient machines, encore. une fois que Ah, vous allez ah, lancer le machine, ça revient. Donc, ça pour revient encore, l'effacer, je ouais, vois. pour l'effacer, il y a aussi une procédure qu'on donne là. Alors, je ne sais pas si c'est Hmm, vraiment partie hmm. de virus ou pas. Ça doit être un virus, mais après, il faut savoir comment. Après, il faut se désinfecter de ça pour reprendre les contacts, les contrôles complets de votre écran. J'ai déjà eu à voir ça sur certaines machines, ça posait de problèmes et tout ça. Voilà. Merci, merci beaucoup. Ok. Quelqu'un d'autre, rapidement, en cours, en tout cas derrière le temps. Oui, je suis là. Allô? Kilongo. Oui. Oui. Ok. Je vous Vous me, écoute. vous me recevez? Je vous écoute.
Ok. Je voudrais savoir, vous avez différencié toutes les sortes des attaques. Donc, vous avez cité, vous êtes là? Je vous écoute toujours, je vous écoute. Ok. Donc, vous nous avez dit étape par les attaques. Alors, je voudrais savoir, est-ce que si un hacker peut accéder dans les sites, je pourrais dire dark web, il attaque Hmm, des sites non, cela convient hmm. dans quel genre d'attaque? Je ne sais pas si vous connaissez dark web. Dark web, c'est la partie sombre de l'Internet et on entre là par tort, ok? Mais après, je comprends pas la question. Donc, un cyberattaque va attaquer Dark web. C'est ça la question. Ouais, 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 c'est ça la question. Et si ça constitue quel type d'attaque? C'est ça. Ok, alors, je ne sais pas comment ca- catégoriser ça exactement. Parce qu'en fait, Dark Web, c'est un très grand réseau. Je ne vois pas une personne aller attaquer Dark Web dans sa généralité. C'est comme dire qu'une personne vient attaquer Internet. Darknet, c'est la partie sombre de l'Internet, comme on dit. C'est sur Darknet qu'on vend les armes. Sur Darknet, on fait la pornographie juvénile, donc avec les plus petits. Donc, c'est un côté vraiment sombre du, du, de l'Internet. D'où l'attaquer dans sa globalité, c'est vraiment très bas, c'est pas très bien précis comme question. Donc, la personne qui attaque doit vouloir faire quelque chose précisément. Et c'est par rapport à ça qu'on peut classifier cette attaque. Merci beaucoup, Kilongo. Kuba Kinkani Jansi, tu peux parler avant qu'on coupe. Et, et, ceux, et les autres, vos questions, venez avec ça dans le groupe. On va répondre là-bas. Oui, Jancy. Allô? Jancy ne parle pas. Voilà. Je n'ai pas- Ah, je peux prendre la parole. je vous écoute. Je disais, j'avais juste une dernière Vous, c'est qui, s'il question. vous plaît? Vous, c'est qui? Oui, Jean-Marie. Jean-Marie. Jean-Marc. OK. Je disais, si on utilise des logiciels ou des Hmm, parfaits, des équipements, par exemple des parfaits, est-ce qu'il y hmm. aura encore moyen qu'ils puissent nous infecter, genre par des messages de OK. hackers? OK. Alors, exactement, l'u- l'utilisation des pare-feux fera objet du chapitre prochain. Donc, on va répondre à cette question au chapitre prochain. Alors, ceux qui m'ont demandé d'expliquer les TP, on le fait dans le groupe. Il est déjà 21h50. On était censé finir il y a 20 minutes déjà. On a dépassé largement l'heure. Alors, merci beaucoup pour votre présence de ce soir. Alors, continuez à être là. Con- Continuez à vous appliquer. Et pour ceux qui sont venus en cours ou soit qui n'ont pas bien suivi, il y aura la vidéo que vous pourrez suivre et comprendre. Et les restes de choses, et j'insiste encore sur l'importance d'avoir le compte Netaka. Donc, c'est maintenant les moments que il faut faire ça. Et les restes de choses, on va se dire ensemble. Passez une très bonne soirée. Au revoir. Merci.